Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Para América Latina. Y tengo Voilà el honor y la ce alegría séminaire de de coordinar este segundo l'OMEP seminario sobre la atención y educación de la sur primera infancia a les EPI en soins et la Bélgica. protection de Este et la garde seminario de la tiene petite canales de enfance. traducción simultánea en inglés y francés. Rappelez-vous Y que se vous transmite avez une también por el interprétation canal de simultanée YouTube OMEP disponible en français, en World anglais, TV, en espagnol. donde también quedarán disponibles todas las presentaciones, todos los seminarios en los tres Cette idiomas émission oficiales sera de diffusée l'OMEP, sur YouTube en inglés, direct et francés y ensuite elle sera español. enregistrée et sera disponible dans toutes les Damos langues. un cordial saludo y bienvenida a este nuevo encuentro. Nous A todas y voulons vous todos souhaiter miembros de une OMEP, chaleureuse amigos y bienvenue à amigas ce que de distintos séminaire. lugares Merci del à mundo toutes se et à suman tous les amis para qui se reflexionar réunissent ici juntos y juntas en dans le torno a monde los temas que entier cada uno de estos seminarios nos à convoca. propos de ces Por thèmes supuesto, si recibimos con intéressants mucho pour nous. afecto e interés a nuestros grandes invitados. Nous allons El doctor recevoir Carlos donc Calvo à nos Muñoz, grands invités permanente d'aujourd'hui. colaborador de OMEP, Roberto Il s'agit de Rocha, vicepresidente de OMEP Roberto Brasil, y a nuestra Gurgel, querida Mercedes Mayor Lasalle, presidente mundial de OMEP notre y principal présidente, gestora de estos seminarios. Mercedes Bienvenidos Mayol y bienvenidas. et Carlos Sin Calvo. duda, Soyez les la bienvenus. pandemia ha exigido postergar las conferencias Et mundiales sans de doute, OMEP, la pero no pandémie nous impedido a forcé continuar à con el diálogo devoir y generar las instancias de debate retarder político y pedagógico que fortalecen el nos conocimiento de las réunions, nos comunidades y, por assemblées. Mais cierto, cependant, la nous educación, sommes parvenus cuya à acción organiser ces sinérgica permite avanzar con los réunions distintos dans une objetivos que nos comprometen con la synergie qui Agenda nous a permis 2030. En particular, lo d'accomplir nos consignado en la objectifs, en meta particulier ceux 4.2 de y l'agenda 4.7, que ponen 2030. énfasis en el acceso y la calidad de la Les atención objectifs y 4.2, educación en la primera 4.7 qui infancia, se como también concentrent la surtout educación sur para el l'éducation desarrollo de la petite sostenible, enfance los et derechos humanos, la igualdad de l'éducation género, de la l'environnement. diversidad y la ciudadanía mundial, Il s'agit d'essayer d'améliorer cette citoyenneté mondiale. Et dans ce contexte, le Comité mondial de l'OMEP a organisé cette série de séminaires pendant cette année et la prochaine afin de partager des perspectives, des expériences sur la diversité, la richesse des politiques de pédagogie du monde entier sur ce sujet de la petite enfance, en essayant surtout de voir et d'analyser tous ces problèmes, ces conflits causés par cette époque et cette crise et qui atteint spécialement la petite enfance. Et afin de nous introduire sur le thème très spécial d'aujourd'hui, la pédagogie en tant que pratique de la liberté, et en commémoration des 100 ans du grand maître Paulo Freire, nous pouvons dire que aujourd'hui Paulo Freire va se trouver entre nous. Et pour présenter à tous les invités qui ont une grande expérience sur la pédagogie de Paulo Freire, je vous présente Mercedes Mayol. Mercedes Mayol est la présidente mondiale de l'OMEP. Depuis le 1er janvier 2020, elle est normalienne, diplômée à l'Université de Buenos Aires, ancienne directrice d'éducation de la petite enfance dans la ville de Buenos Aires. Elle est actuellement professeure du master en éducation et du programme régional de formation, planification et gestion des politiques éducatives. Elle est membre élue du groupe de coordination de la consultation collective des ONG sur éducation 2030. Donc, je laisse la parole à Mercedes Mayol Lasalle. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur et une joie pour moi de faire partie de ce séminaire web en compagnie des collègues latino-américains
que j'apprécie et reconnais pour leur engagement, leur position éthique et leur vaste connaissance. Merci à Desiree Lopez de Maturana, Carlos Calvo, Roberto Mauro Jorge Rocha d'avoir participé à cette journée et d'avoir enrichi cette série de webinaires qu'on a organisés pour cette année et les prochaines. Je remercie aussi le soutien de collègues de la communauté OMEP du monde entier qui sont avec nous aujourd'hui. Malgré le décalage horaire, ils ont rejoint cette conversation sur l'héritage de Paulo Freire et sa pertinence. L'un des domaines fondamentaux de l'OMEP est le plaidoyer politique. Ces webinaires permettent la réflexion sur les différents aspects du plan stratégique de l'OMEP. Ils aident à donner du sens aux actions et articulations intra- et interrégionales et renforcent la vision des comités nationaux et de chaque membre. Et j'espère qu'ils seront l'occasion d'échanger des idées pour la définition de l'initiative phare décennie de l'éducation et de l'accueil des jeunes enfants. Comme nous l'avons dit dans le titre, la pédagogie est une pratique politique. Cette conviction a été mise en avant par Paulo Freire et partagée avec d'autres intellectuels et éducateurs du monde entier grâce à son intense praxis et ses travaux approfondis. Paulo Freire est né le 19 septembre 1921 à Recife, dans le nord-est du Brésil. Et c'est pourquoi, il y a quelques jours, cela fait 100 ans qu'il était né. Sa pensée était liée et en dialogue avec des philosophes, éducateurs, pédagogues, activistes de sa génération que nous connaissons et nous avons étudié, comme Ivan Illich, Michel Foucault, Henri Giraud, Stephen Kemis, Jürgen Habermas, Loris Malaguzzi, Gianni Rodi et d'autres. Son travail est reconnu dans le monde entier et traçant sa méthode d'alphabétisation pour devenir une proposition politique, pédagogique, éthique et esthétique de l'éducation qui est pertinente et qui nous aide à révéler les défis de notre époque. Freire nous a montré bien clairement que la pratique de l'éducation n'est pas neutre. Elle ne peut pas être neutre. Ses méthodes, ses actions, ses objectifs obéissent toujours à une vision de l'être humain et à un type de société pour lequel nous travaillons. Si l'éducation n'est pas neutre, elle remplit une fonction politique. Et si nous comprenons par politique le besoin humain de se placer dans le processus historique du contexte local, les lieux où se déroule la pratique éducative, où nous vivons, où nous pensons, depuis on pense le contexte global, donc est absolument impératif une attitude politique consciente. La politique n'a pas nécessairement un sens partisan, comme nous les avons, mais il s'agit d'un sens dans lequel l'éducation est administrée, les contenus éducatifs sont sélectionnés, l'enseignement et l'apprentissage sont pratiqués, les relations sont établies entre les adultes et les enfants, entre les alphabétisés, les gouverneurs, les gouvernants et les gouvernés. Ces relations sociales font partie de la vie politique. Des relations ambiguës, conflictuelles, et qui peuvent conduire à la dépendance, à la soumission, l'oppression, l'exploitation et l'exclusion. Paulo Freire a été un des grands constructeurs de la pédagogie critique, une pédagogie libératrice, transformatrice, démocratique, constructeur de la citoyenneté. Mais l'éthique est toujours
avant la pédagogie. Et c'est pourquoi il a affirmé que l'éducation est un projet éthique de vie. Il y a quelques jours, la coordinatrice générale de la CLADE, notre cher collègue Nelcy Lizarazo, a affirmé à juste titre que la pensée de Paulo Freire est la base du travail de toutes nos organisations et de tous les militants qui luttent pour les droits humains à l'éducation. Le OMEP fait partie de ces mouvements mondiaux et se concentre sur les droits à l'éducation et l'accueil de la petite enfance et en reconnaissant que les jeunes enfants sont porteurs de droits et citoyens dès la naissance. Freire a été une énorme référence dans les débats et les luttes depuis la fin des années 60 du XXe siècle, traversé par des grands conflits politiques, sociaux et éducatifs. N'oublions pas que son livre « Pédagogie des opprimés » que j'ai lu pour la première fois en 1968, quand je suis entrée à la faculté de philosophie et lettres, pour étudier le master en sciences de l'éducation, a été publié en 1968 et a été contemporain du MEF français, du mouvement des droits civiques aux États-Unis, du printemps de Prague, du Cordobazo en Argentine, de la théologie de la libération et entre tant d'autres processus politiques et sociaux de cette époque-là. Bien entendu, l'éducation et les systèmes scolaires étaient remis en question pour leur rigidité, leur rôle dans le maintien des inégalités, des exclusions sociales et économiques. Donc, la pensée de Paulo Freire se développe à ce moment historique et s'appuie sur une praxis dense, pédagogique, politique, éthique qu'il a développée. C'est pour cette raison qu'il reste valable et qu'il est une référence pour comprendre les crises et les débats d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'OMEP participe avec d'autres organisations de la société civile à la mise en œuvre de l'agenda des objectifs de développement durable au sein des Nations Unies et de l'UNESCO, ainsi qu'au niveau national et local, et au contrôle et au suivi de la construction de signification et de l'orientation de l'agenda éducation 2030. Dans cet agenda, l'objectif de réaliser une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous est défini. Nous sommes également impliqués dans ces processus, mais dans les processus qui vont au-delà du 2030, comme par exemple l'initiative de l'UNESCO Éducation future. C'est un ces forums dans lesquels nous sommes constamment au milieu de tensions et disputes entre deux paradigmes. L'un basé sur le néolibéralisme, le marché, le profit, l'individualisme, et l'autre basé sur les droits de l'homme, la solidarité, la vie, les soins et dans la justice et l'égalité. Ces tensions ont été mises en évidence et ont été renforcées lors de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Et on doit faire attention aux recettes de plan de relance. La pensée humaniste et critique de Paulo Freire nous aide et va continuer à nous aider à soutenir nos positions car elles se fondent sur l'éthique, la pensée critique, l'humanisme, la défense et la démocratie, la participation et sur une pédagogie de l'espoir qui fait confiance aux possibilités de tous les êtres humains d'apprendre et de changer le monde. Comme le dit Pedro Pontual, dans un webinaire il y a quelques jours, la proposition de Freire est transcendante.
transcendante parce qu'elle est une philosophie de l'éducation et elle est aussi une épistémologie pour comprendre et pour être dans le monde. La pensée de Freire nous invite à nous approcher des inconnus viables. Il le nommait comme ça. Le point de départ de l'acte éducatif est toujours le contexte et les situations limites qui sont de nature économique et politique, avec de grandes implications sociales et culturelles. L'analyse du contexte sera nécessaire pour nous transformer en être capables de découvrir ces situations et de lutter pour dépasser ces limites en construisant ces inconnus viables, l'inédit ou l'inédit viable. Ça contient l'espoir de transformer les conditions sociales existantes. Avec ces catégories, Freire signifie et réaffirme que l'éducation des opprimés implique un processus de conscientisation et de politisation des constructions d'une citoyenneté active. Les idées de Paulo Freire nous aident à réfuter les idées fatalistes. Le déterminisme et l'histoire de prédestination qui sont présents dans les débats et les politiques contemporaines, les débats pédagogiques, et nous aident à affirmer que l'être humain est inachevé et qu'il y a toujours du temps pour changer, pour se transformer, pour construire d'autres pratiques, d'autres façons de vivre ensemble, d'autres relations de pouvoir, d'autres réalités à notre monde. Pour revenir aux déclarations du début, le mandat fondateur de l'OMEP comprend les éléments fondamentaux contenus dans les propositions de Paulo Freire: participation, communication, humanisation, transformation, contextualisation. Nous comprenons que toute pratique éducative et toute pédagogie révèle donc un choix politique. À l'OMEP, notre engagement, notre choix est de contribuer à la réalisation d'une éducation inclusive et équitable et de qualité pour tous de la naissance. C'est pourquoi nous affirmons que l'éducation est un droit humain et un outil central pour la réalisation de tous les droits humains et un catalyseur pour la réalisation des objectifs de développement durable. Paulo Freire vit en chacun d'entre nous. Il nous a appris et continue de nous apprendre que l'éducation seule ne transforme pas le monde. Mais nous avons la confiance et l'espoir qu'elle changera les personnes qui changeront le monde. Merci beaucoup. Gracias a ti, Merci beaucoup, Mercedes. Por esta introducción también Une très belle al tema introduction. y también a nuestros invitados. Et donc, cela me permet de présenter nos prochains invités. ¿Cierto? Una coincidencia fundamental que es Il y a une coïncidence sans doute, c'est d'avoir connu à Paulo Freire et d'avoir pu l'écouter. Et avec Mercedes, on discutait sur cela, d'avoir la possibilité de dialoguer avec sa parole, avec ses mots. Et cela permet toujours de le réécouter, de le retranscrire, de le resignifier. Nous allons donc continuer maintenant avec la présentation du professeur Carlos Calvo. Il a fait ses études à l'université de Stanford aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme d'anthropologue de l'éducation. Il a ensuite poursuivi ses études doctorales et postdoctorales à l'université de Stanford et à l'Institut de recherche Adawa Wiso en Israël. Il est également titulaire d'un diplôme en philosophie de l'Université catholique de Valparaíso. Il travaille actuellement comme universitaire à l'Université de La Serena et à l'Université
ouverte A de lo largo de Recoleta, su vida, au Chili. como docente e Tout au long de sa investigador, vie ha d'enseignant indagado et en de torno a la chercheur, il diferencia a étudié, entre il a étudié la educación différence y entre escolarización, éducation et así como scolarité, también en la ainsi que la manera de manière aprender dont de los niños y las niñas les jeunes enfants pequeños. apprennent. Estas ideas han sido acogidas Ces y idées ont été estudiadas en reprises et programas de étudiées dans des posgrado en América programmes Latina y han de sido troisième cycle en investigadas en Amérique tesis latine et ont fait doctorales. l'objet La de mayoría diverses se encuentra recherches dans disponible des en la thèses de red, doctorat. así Et la como sus plupart de ces variadas travaux sont disponibles en conferencias. ligne, ainsi Damos que entonces diverses paso conférences. Nous donnons donc la parole a à Carlos para que también nos pueda Carlos, hablar de esa qui va experiencia nous parler de maravillosa son también que pudo expérience tener con el merveilleuse maestro Freire. avec le maître Adelante, Paulo Carlos. Freire. C'est à vous. Bien, buenas tardes, Très bien, je vous remercie énormément invitado à para tout le participar monde en et esta spécialement à ceux qui m'ont conversación invité pour sobre participer el de pensamiento pedagógico de Paulo cet Freire, espace pour vinculado con lo que dialoguer él sur elaboró la como pensée de práctica de la Paulo libertad, Freire. que es un tema Il crucial s'agit de en la todos los pratique tiempos, sin de la ninguna duda. liberté, un thème crucial dans Desiree ya lo toutes les planteó. époques. Soy profesor de toda mi Et vida, donc, Désiré m'a déjà présenté. Je suis influenciado donc como muchas y professeur muchos pendant toute por ma Paulo vie, Freire, maintenant à la con una retraite, visión et très para mí influencé par maravillosa. la pensée de Paulo Lo Freire, avec une conocí pensée cuando yo merveilleuse, cursaba mi primer car año de universidad je l'ai connu pendant y ma première creábamos année los d'université. primeros trabajos universitarios de verano Et pendant ses premiers Chile, travaux en que été au llevaba a Chili, miles de j'ai pu estudiantes le universitarios connaître, a trabajar en educación popular ainsi que des en milliers distintos d'autres sectores del país. d'universitaires qui ont Simplemente porque pu yo estudiaba travailler pedagogía, avec lui et sur lui. el presidente de Comme la je Federación de travaillais Estudiantes de sur la la Universidad Católica de Valparaíso, pédagogie, aquí en Chile, le président de la me Fédération dice, mira, d'étudiants m'a anda proposé a tomar un curso con un d'aller brasileño prendre exiliado que tiene un des método de cours alfabetización. avec O algo un parecido a eso me dijo. spécialiste qui avait Y yo partí de Valparaíso a Santiago en ese une tiempo, más de 3 horas de viaje, formation en alternative bus, sur la pédagogie. junto a una Et chica que donc, j'ai estudiaba pris para un ser autobus profesora de avec castellano, Teresa Moya, y fille, une llegamos a su collègue, oficina Teresa en Moye, Isira, et nous nos sommes acoge amablemente, me arrivés chez encantó cet exilé escuchar hablar portuñol. et j'ai adoré Yo écouter criado en quelqu'un un qui cerro en parlait en Valparaíso, pues portugnol. nunca Moi había qui escuchado portugués, avait excepto por el Mundial del été 62, pendant los mon grandes enfance à jugadores Valparaíso, brasileños de la j'avais jamais época, entendu du y portugais. ahí estoy frente a un brasileño Et de donc me joven, tiene voici que haber sido, ¿no? Pero avec un acuérdense que cuando uno Brésilien tiene 18 años, qui cualquier persona de était 25 ya encore es mayor, jeune. ¿no? Mais bon, quand on a Entonces no 18 ans, supe déjà, aquilatar il y a qué edad podía quelqu'un tener qui Freire. a Después 25 lo ans est supe, déjà vieux pour nous. pero era un hombre Donc, joven c'était que me habla, nos un habla en homme portuñol, jeune sans doute qui y parlait eso en ya me encantó. portugnol, un mélange de portugais et Pero d'espagnol. cuando a ese Et sonido le ça, déjà, agrega el j'ai adoré. contenido, Mais en plus, fue après, avec le francamente contenu maravilloso. qu'il avait, ça a été vraiment une expérience Yo en mi merveilleuse. casa habíamos aprendido a respetar a todas las personas porque todos somos iguales, etc. Et comme Pero ahora nous encuentro que él me nous dice considérons que nous sommes tous que toda égaux dans ma persona es famille et culta dans ma y maison, argumenta por qué et toda lui persona es culta considérait y por qué la directement que tout le educación monde est tiene culte. que partir Et siempre pourquoi de dos, l'éducation de doit su partir vida, de su à partir contexto, de y l'expérience que de ese l'autre, de son analfabeto contexte. lo que tiene que hacer para Et les alfabetizar analphabètes, ce qu'ils doivent faire simplemente pour es tomar ne plus conciencia être analphabètes, c'est de la de prendre lectura que conscience cotidianamente hace de la realidad d'une lecture quotidienne de la réalité. y Il s'agit desarrolla d'une esa expérience idea. de transformation et de Y pouvoir nos dice développer cette entonces que idée. el educador es Et donc, también un pendant ce moment, educando, il nous a montré y que para mí eso es una l'éducateur sorpresa, est que quelqu'un el qui educando sea apprend igualmente un également. educador. Más sorpresa todavía, porque quiere Et cela decir m'a que yo encore alumno m'a entonces puedo surpris encore enseñarle plus, algo a mi profesor, parce a que mi ça veut dire que profesora, moi, en tant qu'étudiant, je peux apprendre y quelque que mi chose profesor à mon éducateur. es también una persona que no Et sabe que todo, l'éducateur est également quelqu'un pero qui que ne le sait tampoco pas ignora tout, todo. mais qui n'est pas non plus ignorant. Freire me muestra un mundo Donc, que me Freire nous fascinó. a proposé un monde différent et un monde qui Volvemos a m'a Valparaíso fasciné. Donc, y je suis empezamos a retourné capacitar à a los chicos Valparaíso jóvenes. et nous avons Les commencé à enseñamos a transmettre ces alfabetizar idées aux sin autres haber alfabetizado collègues. todavía. Nos Et nous fuimos avons a los trabajos commencé un universitarios de processus verano, que d'alphabétisation. era precioso porque viajamos Et nous sommes allés à 24 notre horas campus en tercera d'été et en nous el tren de sommes Santiago hasta partis Puerto dans Montt. notre train
on était pour faire le campus et ça a été vraiment une expérience splendide. Et nous avons commencé ce processus d'alphabétisation. Et nous avions sans doute un peu faim, on était un peu fatigués, mais on s'amusait quand même. Et après, on a reçu des menaces et des questions de pourquoi on essayait de faire ce travail. Pourquoi on devait imiter des idées d'étrangers. Et les paysans nous demandaient pourquoi est-ce qu'on les imitait. Pourquoi on parlait comme eux et on essayait de les imiter. Mais nous avons continué avec ce processus de nous rapprocher et ça fonctionnait. Et nous sommes allés raconter à Paulo Freire ce qui était arrivé. Il s'est pris la tête entre les mains et il nous a dit que nous étions trompés complètement de la stratégie et du stratagème que nous avons pris. Et après, il a rigolé énormément. Ça l'amusait quand on s'était trompé. Mais après, il n'était pas vraiment sérieux, mais il nous a proposé et il nous a ranimés. Et on se sentait très mal, mais lui nous disait qu'on ne s'inquiète pas et qu'on ne se soucie pas de ses problèmes, de ses erreurs. On s'était trompé, mais ce n'était pas important. Bien sûr, on ne devait pas le répéter, mais c'était déjà fait. L'erreur était faite et maintenant, on devait s'améliorer. Et ça a vraiment été un enseignement énorme pour quelqu'un qui terminait la première année d'université. Et je commence à comprendre maintenant comment je dois être en tant que professeur, en tant qu'éducateur. Ma vocation commence pendant cette rencontre. Et j'ai commencé à étudier la philosophie seulement parce que je n'étais pas assez préparé pour l'université de psychologie. Donc, je devais me préparer 1 an pour entrer dans l'université de la psychologie. Mais c'est Paulo Freire qui m'a fait découvrir que je pouvais être professeur, que je pouvais être éducateur. Mais je sentais vraiment ce désir en moi. Et avec Paulo Freire, j'ai également une rencontre très curieuse. Je commence à l'étudier profondément. Je commence à lire tous ces livres, la pédagogie de l'opprimé, la pratique de la liberté. Et quand je sors de mon post-doctorat, je commence à remarquer que j'arrive à citer Paulo Freire parfaitement. Et surtout, si je pouvais le comparer avec des expériences que je vivais. Et c'est à ce moment-là, mes collègues, que j'ai eu un grand souci, une grande inquiétude. J'ai décidé de ne plus jamais lire Paulo Freire. C'était vraiment un homme déjà très renommé, très reconnu dans le monde entier. Il avait été à Harvard, à Genève. Cependant, je lui ai écrit pour qu'il m'aide à trouver le sujet de ma thèse. Et il m'a répondu. Mon très cher Carlos, j'ai perdu la lettre, je ne sais pas où elle est. Mais bon, en fait, je ne l'ai pas cherchée. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans la maison. Mais j'ai décidé de ne plus lire Freire. Et je m'excuse pour cela, pour tous les fanatiques et les admirateurs de Freire, mais j'en pouvais plus de Freire parce que toute ma vie passait par sa parole, par son livre. Et où est-ce que je me trouvais, moi? Quelle était ma vraie pensée? Donc, j'ai décidé de ne plus le lire. Je n'ai
plus pris un livre de Paulo Freire. Bien sûr que tout le monde parle de Freire, donc je vais au Mexique et on parle de Freire dans l'éducation populaire. Je travaille avec des communautés aborigènes du Mexique et nous avons même suggéré au directeur de cette organisation de communauté qu'ils invitent à Paulo Freire pour qu'ils soient tous ensemble avec lui pendant une semaine. Et de quoi allons-nous parler? A demandé le directeur. Et bien sûr, d'éducation. Mais bon, ils ont décidé de ne pas l'inviter. Et quelques années plus tard, à Valence, en Espagne, j'ai senti comme une urgence de relire à Freire, me côtoyant avec quelques éducateurs. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Que lorsque je me suis séparé de mon maître à conscience, j'étais toujours de l'école de Freire. Et ça a été vraiment une retrouvaille si belle. J'ai complètement abandonné Freire et j'ai travaillé dans d'autres secteurs de l'éducation. Sur les systèmes d'éducation dans le monde entier, en essayant de développer une pensée propre, en séparant l'éducation en tant que processus de la scolarité des institutions éducatives. Et quand je commence à relire à Freire, mais c'est exactement la même chose. Et c'est là que j'ai compris une pensée bouddhiste. Le disciple doit tuer Bouddha, doit tuer son maître. Et j'ai écrit un article sur cela, puis un autre, où je me demandais si Paulo Freire était mon étudiant et non pas mon maître. Si moi j'étais le professeur de Paulo Freire. Et en pensant cela, j'ai eu un peu honte quand même de me demander ça. Mais j'ai poursuivi cette idée parce que c'est vraiment très intéressant. Parce que si nous sommes éducateurs et en même temps étudiants, comment faire pour éduquer à Paulo Freire? Peut-être nous n'aurions pas eu un grand maître comme Paulo Freire si moi j'étais le maître. Mais à moi, personnellement, ça m'a fait grand bien. J'ai été éduqué grâce à ma famille, grâce à mes enfants, et sans doute grâce à Paulo Freire. Et en liberté, c'est ça le plus important. Non pas une apparence de liberté. Et pour moi, c'est ça qui est le plus fascinant, parce que la liberté implique un certain risque. Parce que la liberté exige un engagement. On est responsable de ce que l'on fait. Donc, je ne peux pas exiger au système les responsabilités, même s'ils ont ces responsabilités. Non plus, mes étudiants ont la responsabilité. C'est moi qui dois assumer la responsabilité de mon action. Et c'est pour cela que dans mes classes, dans mes cours, que s'ils voulaient devenir des bons éducateurs, ils devaient mettre en risque sans arrêt leur sécurité de travail. Parce que, en général, dans le système, ils ne veulent pas des éducateurs en liberté. Ils préfèrent des éducateurs répétitifs, sans âme, et non pas des éducateurs qui invitent les enseignants à penser. Et toutes ces idées m'ont aidé, avec Désiré, à travailler sur mon enfance également, et sur l'enfance en général. Cette propension des enfants
à étudier, à apprendre et pouvoir prouver qu'il ne faut pas aller à l'école pour commencer à penser parce qu'ils pensent déjà. Il n'y a pas de mérite à cela. Il n'y a pas de mérite à marcher, à commencer à marcher. Ce n'est pas un mérite. Nous avons la capacité de marcher, nous avons la capacité pour apprendre. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire dans l'école, à l'école? Permettre que ce potentiel se déploie et permettre que les personnes puissent entrer en rapport, le nouveau avec l'ancien, avec son contexte, avec son histoire. Tout ce qui est nouveau, toute la nouveauté est ce qui va s'introduire dans son contexte. Donc, l'éducation doit être contextuelle. La scolarité, c'est-à-dire cette éducation qui se trouve à l'intérieur de l'école, enfermée dans l'école, peut perdre son contexte. Et c'est quelque chose de très fréquent. On pourrait demander à un groupe de personnes que l'on parle, que l'on demande de nommer à 5 animaux sauvages. C'est très probable que les réponses vont être un lion, un tigre, un éléphant, et non pas la faune native de l'endroit où l'on se trouve. La scolarité dans les institutions éducatives s'affronte à son propre sujet. Il ne nous apprend pas à découvrir notre propre contexte. Donc, je crois que chaque école, chaque plan de scolarité doit être le plan culturel, social, historique de l'endroit où se trouve chaque école. Nous devons découvrir la faune et la flore tout d'abord de l'endroit où l'on se trouve. Et si on apprend correctement tout cela, si on peut l'organiser taxativement, ensuite nous pourrons extrapoler parfaitement ¿Cuál es la diferencia entre el río Sena y el río Elqui que nos baña aquí en la ciudad de La Serena, en Chile? Quelles sont les différences entre les différentes rivières? Quelles sont les différences entre la rivière Sena et la rivière, la Seine, entre le fleuve Serena ici au Chili? C'est le même. Mais bon, il y en a un qui se trouve en France et l'autre au Chili. Donc, si nous pouvons nous concentrer dans la proposition d'éducation du local, le local se trouve et le chang de l'universel. Nous simplifions ainsi les processus d'enseignement. Les processus d'apprentissage sont plus simples car les enfants, spécialement de la petite enfance, apprennent à nommer en lisant leur réalité. C'est ce qui arrive autour d'eux. Quelles sont les plantes que l'on trouve dans la rue, dans les arbres qui sortent de la rue, du trottoir? Et moi, par exemple, je ne saurais pas le dire. Et j'ai marché pendant 65 ans à côté de ces arbres. Et je ne sais pas comment ils s'appellent. Et je vois des arbres qui se trouvent, mais je ne sais pas leur nom. Bien sûr que j'en sais quelques-uns, mais vous comprenez l'idée. Pareil avec les oiseaux. Je vivais en face du Pacifique une grande partie de ma vie et je ne saurais pas décrire ce qui se trouve à 100 mètres de chez moi. Les côtes du Pacifique. Quels poissons se trouvent à cet intérieur? Quels sont les noms des algues? Quels sont ces mollusques? Bien sûr que si on me prend en examen, je pourrais citer quelques-uns, mais je n'ai pas un système de pensée de tout cela.
Carlos, excusez-moi, à cause du temps, nous devons commencer à finir avec la présentation. Donc, si nous connaissons l'espace local, nous pouvons l'extrapoler à l'universel parce que l'échelle sera la même. Il n'y a pas un seul fleuve dans le monde entier qui n'ait pas une structure, qui ait une structure différente à celle d'un autre fleuve d'un autre endroit. Les structures des fleuves et les structures de l'eau dans le monde entier, la même que nous possédons à l'intérieur de notre corps. C'est la même. L'éducation, donc, sera un processus d'enracinement à un endroit, dans ce contexte où je me trouve, et dans cette histoire. Et c'est cela qui me permet, dans un processus de rétroalimentation, de continuer à lire ma réalité. Et donc, ce que Freire nous donne sera là pour tous, éternellement. Il s'agit d'un classique. L'être humain, pendant qu'il lira à Freire, continuera à découvrir quelque chose, à apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. C'est dommage de couper la conversation. Elles sont très intéressantes, mais nous sommes un peu justes avec le temps. C'est mieux que vous m'ayez coupé parce que j'ai le sentiment que c'était quelque chose de positif. Oui, c'est dommage de couper la parole quand c'est si intéressant. Mais maintenant, on donnera la parole à Roberto pour ajouter à ce qu'on est en train de dire par rapport à l'enfance, les enfants et à l'héritage de Paulo Freire. Donc, on donnera la parole maintenant à Roberto Mauro Rugel Rocha. Il est vice-président de l'OME Brésil, vice-président du Conseil estadual de l'éducation de Maranhão, agronome, sociologue, professeur de l'université de Maranhão, environnementaliste, militant social pour les enfants. Il a été coordinateur national de la vulgarisation universitaire. Il a publié 20 livres, une vingtaine de livres, et il est actuellement membre du Forum de l'environnement et de la justice d'Igreja. Il participe au Pacte mondial pour l'éducation lancé par le pape François. Et Roberto, vous avez le même temps, c'est 15 ou 20 minutes. Et nous allons vous demander de parler lentement. Nous connaissons votre portugnol. Donc, pour les interprètes, c'est un peu difficile. Donc, nous vous demandons de parler un peu plus lentement. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci Mercedes pour l'invitation. Carlos pour sa présentation. Et je ferai attention au temps. Je voudrais dire que je vais parler portugnol. Quand Carlos a dit qu'il a aimé Paulo Freire, parlant de Paulo Freire portugnol, vous aurez ici une autre personne qui parlera portugnol. Moi, je voudrais dire que je ne suis pas pédagogue, je suis agronome, sociologue. J'ai un post-doctorat dans ces domaines. J'ai vécu à Israël et j'ai étudié là. Donc, mon histoire avec Paulo Freire commence en formateur, quand j'étais à l'université et j'étais en train d'étudier l'agronomie. J'étais militant de l'université catholique. Et Paulo Freire était une des personnes qui nous aidait. Il avait une formation catholique, il était une personne
dédié. J'aimerais dire que notre conversation initiale a été très intéressante. C'était 2000. On nous a appelé, on nous a dit que 2 étudiants devaient partager le lit pour laisser un lit pour un prof. Et personne ne savait qui était le prof. Après, le lendemain, nous ne pouvons pas dormir parce que le lit était terrible. Donc, moi, en particulier, je suis allée au cours de récréation de l'établissement et j'étais là quand le prof était arrivé. Il était très sympathique, il n'avait pas dormi et il m'a dit « Garçon, quel est ton nom, ton prénom ?» Après, il a essayé de connaître tout sur moi. Une fois que j'avais parlé pendant plus d'1 heure, il a dit « Bon, je vais parler un peu » et il a commencé à raconter des anecdotes. Et ça a été mon premier contact avec la figure de Paulo Freire. Pour comprendre sa figure, je pense qu'on doit connaître les contextes du Nord-Est quand il a commencé son travail. C'est une... Comme Mercedes a dit, c'est une des régions du Brésil la plus défavorisée du pays. On a les sécheresses. Moi, je viens du Nord-Est. Je suis née au Ceará, un état du Brésil. Donc, on a une histoire de souffrance, de faim. Et à cause de cela, nous étions marqués pour le désir de combattre l'injustice sociale. Donc à ce moment-là, quand Paulo Freire a commencé son œuvre, on a eu une influence forte du développement national et on avait l'espoir de que la région allait changer, de sortir d'une politique assistentialiste d'assistance pour une politique sociale et économique différente. Et pour cette raison, nous voulions organiser des événements, on participait à des mouvements. Moi, j'étais au mouvement d'étudiants et à travers de l'Union nationale des étudiants, on organisait des événements, des activités culturelles. Et Paulo Freire était une des personnes qui nous guidait. Notre influence était autour du groupe de l'Église. On a eu l'influence de Thénard Chardin, de Maritain, l'influence de Joseph Livret, un prêtre français qui a été au Nord-Est et qui a eu un rôle très important dans le développement du Nord-Est. Et on a aussi lu beaucoup de choses. Et grâce à cette affinité, Paulo Freire participait aussi des mouvements sociaux. Il a fait un mouvement dans la zone rurale et il avait une personne qui avait une influence énorme, Eldar Camara, archevêque, qui a eu un rôle social très important au Brésil. C'était cette activité au moment on pouvait voir déjà l'influence de la théologie de la libération, on pouvait voir la participation des groupes de gauche qui travaillaient dans les zones rurales. Donc, le Nord-Est avait une physionomie un peu différente. Moi, je parle avec l'affection du Nord-Est parce que je viens de là, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est les jours du Nord-Est au Brésil. Donc, tenant compte de la situation du Nord-Est, Paulo Freire était très influencé pour le fait de vivre dans une région très pauvre et aussi par son propre histoire. Il était né pauvre. Il était né quand son père était à l'hôpital. Donc, sa mère dit que il était né sans père. Il ne connaissait pas son père, presque, parce qu'il est mort
quand il était encore un enfant. Il avait 12 ou 13 ans. Donc on peut dire que l'histoire de Paulo Freire peut mieux se comprendre par les pauvres, par les personnes qui souffrent, qui ont du faim, parce qu'il a eu l'opportunité de souffrir la même chose. Il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle « La pédagogie des rêves possibles ». Dans ce livre, il raconte une histoire très intéressante qui s'appelle « Apule Pétresse et les fils du capitaine Thémistoclès, son père ». Et il raconte qu'à un moment donné, il et ses frères avaient faim, beaucoup de faim. Donc, une poule est passée devant leur maison. Donc, ils regardent la poule et ne savaient pas quoi faire. Donc, ils ont pris la poule et l'ont tuée et c'était ce qu'ils ont mangé. Donc, sa mère dit que ce texte se présente que le fils le plus intelligent du capitaine, quand il raconte l'histoire, quand sa mère était face à un problème, choisir entre la paix de conscience ou un poule et le fils avec le stomac plein. C'était un problème de conscience pour sa mère, mais avec ça, ses fils ont reçu de nourriture. Donc je pense que l'histoire de Paulo Freire a une influence très grande par cette question. Et il faut se souvenir de sa formation professionnelle. Il n'était pas pédagogue, il était avocat. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu l'opportunité d'aider une figure très importante qui travaillait en fonction qui était contre une personne pauvre. Donc, il a dit non, je ne peux pas travailler de ça, je ne peux pas travailler contre le pauvre. Donc, il a changé et il a décidé de travailler dans un autre domaine, dans une entreprise, service social de l'industrie, et il a commencé à produire ses premières impressions sur l'éducation. Et aussi, je dois dire que il a travaillé à l'université de Recife. Il a commencé sa première grande expérience d'éducation qui finirait avec la méthode qui porte son nom. C'est la question de l'extension universitaire. Donc, le travail de Paulo Freire est un travail qui est né d'une expérience initiale d'extension universitaire dans l'université de Recife. J'ai connu ça à ce moment-là parce que les étudiants de cette université, c'était des étudiants qui participaient de cette expérience. Après ce travail d'extension universitaire, il a eu l'expérience dans une localité de Rio Grande du Nord et il a commencé à travailler à Pernambuco aussi parce que c'était un moment au niveau national. On avait un président, João Goulart, un président qui avait une vision sociale populiste, mais il essayait de changer la base. Paulo Freire a eu l'opportunité de produire un effet si grand avec le travail qu'il a fait, les travaux qu'il a fait au Nord-Est, qu'on a créé un plan national d'alphabétisation. Après le coup d'État de 1964, c'était une des premières expériences qui a été abandonnée à cause d'aller au détriment des intérêts de personnes qui favorisaient le coup d'État. Donc, vous connaissez ce qui est arrivé au Paulo Freire dans l'exil. Il était allé à Bolivia, au Chili. Il a eu un exil qui était triste, mais avec beaucoup de résultats positifs, parce qu'il a connu la situation de devenir un citoyen international, un citoyen avec une vision planétaire, parce qu'il a réellement cette vision planétaire.
Et je voudrais raconter le deuxième moment où j'ai eu l'opportunité d'être avec Paulo Freire. C'était quand il était prisonnier. Moi, j'habitais à Recife à ce moment-là, j'étudiais là et on allait à la plage. Excusez-moi, Roberto. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. J'essaye de le faire. Donc, nous allons à la plage et il y avait toujours deux filles qui venaient avec nous. Et à 12 heures, elles devaient sortir. Et nous nous demandons pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec elles. Et moi, je les ai demandé. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous sortez à midi? Oui, parce que nous devons visiter notre père. Est-ce que votre père est à l'hôpital? Et elles ont répondu non, il est prisonnier. Moi, j'étais un peu choquée. J'ai demandé le prénom de son père. Et elles ont répondu, il s'appelle Paulo Freire. Et je me suis rappelé à ce moment-là que j'ai connu Paulo Freire au Ceará quand il était libre. Et maintenant, je savais qu'il continuait sa carrière, mais en prison. Donc ici, je voudrais vous dire que dans les contacts que j'ai eus avec lui, avec sa famille, j'ai découvert une personne très humble. Une personne qui écoutait. Il préférait écouter à parler. Donc je me souviens de la question dialogique parce que c'est dans les dialogues que les personnes qui étaient avec lui pouvaient parler plus. Et à partir de nos dialogues, j'ai connu un peu plus de l'expression, la manifestation de son travail. Il a eu une influence très grande pour la question de l'éducation comme pratique de liberté, parce que sans avoir une formation en pédagogie, je pense que j'ai toujours questionné la question de l'éducation. J'aime pas seulement transmettre, voir l'éducation comme quelque chose qu'on doit transmettre, que c'est la manière d'enseigner au Brésil. Je crois qu'on a la salle où on voit les personnes qui écoutent une seule personne qui parle, sans parler. C'était une pratique que je n'aimais pas du tout, donc j'ai commencé à lire un peu plus l'éducation comme pratique de liberté. Et aussi la question de la pédagogie de l'alternance, parce que en fait, Paulo Freire a dédié cette pédagogie des opprimés à tous les opprimés dans le monde et à ceux qui, dans eux, se découvrent et luttent avec eux. Donc, la question du travail de l'éducation populaire, je me souviens aussi d'un autre apprentissage c'est très drôle. Nous étudiants d'agronomie, et nous avons commencé à connaître la méthode de Paulo Freire et on a essayé de faire une expérience à Fortaleza no Ceará. Et on a eu l'expérience de appliquer ce qu'on avait appris à l'école d'agronomie et on a décidé de travailler avec une communauté pauvre. On a eu la sémence d'une chose et après on a vu qu'à la fin on avait essayé de s'aimer du piment et on a obtenu du betterave. Donc, à cause de cette erreur, on ne savait pas quoi faire. Quelle était la cause de ça? Cette erreur, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est ça qu'on a appris. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à utiliser un peu plus la méthodologie de Paulo Freire, la question de l'approximation avec les plus pauvres, parce que Paulo Freire, comme il avait été pauvre, il voulait travailler pour les plus pauvres.
C'était pas différent de son histoire. C'était une réaction à ce qu'il a fait souffrir pendant son enfance. Je crois que à partir de ce que Mercedes et Carlos ont dit, je parlais un peu de la question plutôt historique. Je voulais ajouter une petite chose sur le dialogue académique. On a déjà dit dans ma biographie les activités que j'ai fait à l'université. Moi, je décide à niveau national et la question du ministère d'éducation d'extension universitaire, c'était à partir des travaux qu'on a développés. Et Paulo Freire était à l'exil et il a produit un texte sur extension et communication. Vous pouvez le voir ici. Il parlait de la question de l'extension rurale et il travaillait avec une pédagogie qui était purement transmissible, une pédagogie du paquet pour les agriculteurs. À cause de ça, au ministère, on avait l'influence des autres auteurs qui travaillaient l'extension universitaire de manière différente de l'extension rurale. Donc nous avons utilisé la méthode de Paulo Freire dans pleine dictature sans le dire. Nous avions l'organisation de l'extension nationale, il n'y a eu jamais une difficulté par rapport aux autorités. On a créé les structures nationales de l'extension universitaire du Brésil. Donc je suis très contente de dire que j'ai vécu une des expériences les plus positives en extension universitaire au Brésil, qu'aujourd'hui a une répercussion très importante. Et aussi, Roberto, pour fermer un peu l'idée, oui, je suis en train de finir. Je voulais acheter seulement ça. Dans le dialogue sur l'extension, je produis une œuvre dans laquelle j'essayais de recréer la pensée de Paulo Freire dans la dimension de l'extension universitaire. Il a écrit extension communication. Moi, j'écris extension universitaire, communication ou domestication. Il a eu une circulation très grande au Brésil. Et à partir de ce livre, j'ai senti qu'il était humble parce qu'il a lu son livre et après, il a parlé de l'extension comme une possibilité de communication. Donc pour moi, je remercie avoir connu Paulo Freire, avoir eu l'opportunité de créer quelque chose par rapport à ce que j'ai appris avec lui. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, la commémoration du centenaire de Freire, j'ai coordonné la commémoration de ça. Et je travaille aussi avec l'Institut Paulo Freire du Brésil. On est en train de programmer la réalisation d'un cours d'extension universitaire pour Brésil, qui va être aussi notre hommage dans la fin du commémoration pour la part de l'Institut Paulo Freire. Merci pour l'opportunité, je suis désolée pour le portugnol et merci pour l'apprentissage que j'ai eu aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Roberto, et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous et merci beaucoup pour ton portugnol qui était assez éclairé, qui nous a permis de te comprendre au moins en espagnol. Et donc voici, le temps s'est écoulé. Nous sommes en retard pour l'heure prévue de fermeture. Et l'idée est bien sûr de nous retrouver à nouveau pour continuer à approfondir ces thèmes. Je laisse la parole à Mercedes pour qu'elle finisse ce séminaire. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup à Roberto. Merci beaucoup à tout le monde. Et ça a vraiment été un plaisir de partager cet après-midi à Buenos Aires avec vous. Et donc, allons savoir où se trouve le reste du monde. Je remercie énormément à tous les collègues qui se trouvent ici présents, qui sont présents dans ce séminaire. Et je voulais revenir un peu et qui a été réaffirmé par Carlos, par Roberto pendant cette journée, ces invités si spéciaux. Les éléments fondamentaux qui contiennent la pensée de Paulo Freire. Et que nous essayons aussi avec cohérence de montrer dans le travail de l'OMEP la participation, la communication, l'humanisation, la transformation et la contextualisation. Je crois que ce sont des éléments absolument clés qui font partie de l'éthique d'où on se trouve et où l'on doit se placer. Ce que je nommais plusieurs fois de Freire qui disait que tous les jours, nous devons s'efforcer à être cohérents parce que la cohérence n'est pas un don. Nous devons lutter énormément pour se trouver dans cette cohérence parce que nous avons tout le temps des tensions que le contexte nous présente, des tensions politiques, économiques, sociales, des crises sanitaires, bien sûr. Et donc, cet effort de cohérence, de faire ce que nous pensons, de faire ce que nous croyons, nos convictions, qu'il y ait une coïncidence entre ceci n'est pas simple, mais on peut le faire en communauté, avec les autres. C'est beaucoup plus simple de le faire en réseau, c'est plus simple de travailler avec une contention. Donc, je veux remercier à nouveau l'OMEP Argentine parce que je ne pourrais pas être président de l'OMEP sans mes collègues de l'OMEP Argentine. Ce serait impossible pour moi. Et bien sûr, je ne pourrais pas être président de l'OMEP sans la contention et la compagnie de toute l'Amérique latine qui m'a accompagné et les collègues du monde entier, l'OMEP France, l'OMEP Canada, tellement de pays qui nous permet de nous réunir. Cette rencontre est merveilleuse avec l'Afrique également. Et pouvoir mettre en valeur les connaissances, le travail, l'engagement et ce développement pédagogique que chaque pays développe et nous donne pour améliorer la qualité de l'éducation et comment travailler de la meilleure manière avec la petite enfance, comment permettre l'accès à cette éducation. Il s'agit vraiment d'une grande fierté, la journée que nous venons de vivre. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager avec vous tous, avec vous toutes, et je vous invite à continuer à participer, à continuer à nous engager sur ces questions-là. Il faut penser que l'éducation est humanisation. L'éducation est une possibilité de transformation, il faut le faire. Et il faut le faire depuis notre contexte, depuis nos coordonnées humaines, depuis où l'on se trouve, depuis nos cultures, qui sont toutes riches. Il n'y en a pas une meilleure ou une autre pire. Elles ont chacune leur énorme richesse. Et nous pouvons créer un kaléidoscope si beau qui permettra que ce soit le berceau de nos enfances du monde entier. Merci beaucoup. Muchas gracias a todos y todos. Paulo Freire. Gracias, Efi.